Je te donne ma parole. Une expression souvent entendue lorsqu'une personne cherche à gagner la confiance de son interlocuteur. Que vaut la parole en Afrique aujourd'hui? Entre les discours politiciens, la propagande idéologique, la communication marketing ou encore le prosélytisme, la parole semble désormais servir des intérêts égoïstes, perdant peu à peu sa dimension sacrée. Ce qui sort de ta bouche peut te tuer ou te faire vivre, dit un proverbe né du fond de mon imagination parfois débordante, comme pour rappeler le pouvoir mystique et profond de la parole. La parole comme elle était utilisée par le passé, sa dimension spirituelle et son importance pour la mémoire. C'est quoi la parole? Sur le plan spirituel, on dira que la parole dans la pensée africaine désigne la puissance créatrice fondamentale héritée de Dieu, constituant un pont entre le divin et le sacré. Pour ce qui est de l'histoire, on dira que la parole est la chaîne de transmission orale entre les anciens et la jeune génération. La parole, essence spirituelle de la création. Dans la pensée africaine, la parole revêt une dimension profondément spirituelle. Elle est considérée comme d'essence divine, car elle constitue l'instrument même de la création. Dans de nombreuses cultures africaines, la parole occupe une place centrale dans les mythes fondateurs. Selon ces récits, à l'origine, l'être suprême Dieu créa le monde par la parole. Désireux d'un interlocuteur, il façonna ensuite l'homme, synthèse de tout ce qui existait déjà, réceptacle de la force suprême. Il lui transmit alors deux dons essentiels, l'esprit et la parole. Par ce geste, l'être suprême initia l'humanité aux lois du cosmos et fit de l'homme le gardien de l'harmonie universelle. Cette conception de la création est encore transmise aujourd'hui dans de nombreuses communautés africaines, notamment chez les Malinké, où elle fait partie intégrante de l'enseignement des jeunes initiés. La parole, on l'a souvent rappelé, est une force créatrice fondamentale, un don que Dieu a confié à l'homme. Mais cette puissance ne peut s'exprimer que par la parole elle-même. Autrement dit, tant que l'homme garde le silence, le pouvoir de création qu'il porte en lui demeure en sommeil. La parole agit comme une graine divine semée dans l'être humain. Pour qu'elle germe et devienne réalité, elle doit être activée, c'est en parlant, en formulant des mots, que l'homme fait œuvre de création. Ainsi, chaque parole prononcée a une portée, elle doit contribuer positivement à son environnement. La créativité humaine naît d'abord dans la pensée, se prolonge dans le son, puis s'accomplit dans la parole. C'est par ce cheminement que les vibrations intérieures de la puissance créatrice prennent forme et s'extériorisent dans le monde. La perception de la parole est totale, elle est vue. Elle est entendue, bien évidemment. Elle est sentie. Elle est goûtée, elle est touchée. La parole engage l'être entier dans une connaissance profonde. La parole n'est pas seulement un son qu'on entend avec les oreilles. Elle est perçue par tout le corps et tous les sens. Autrement dit, la parole a une présence totale. Elle est vue, parce qu'elle peut se manifester à travers des gestes, des signes, des symboles écrits ou des expressions corporelles. Elle est entendue, évidemment par le son, les mots prononcés. Elle est sentie, elle peut provoquer des frissons, une émotion physique, une vibration qu'on ressent dans le corps. Elle est goûtée, dans certaines langues, on parle de la saveur des mots, par exemple, des paroles douces ou amères. Elle est touchée, parce qu'elle a un impact concret, elle peut caresser ou heurter comme un objet matériel. En gros, ici, la parole est perçue comme une force vivante qui engage tous les sens, pas seulement l'ouïe. Elle n'est pas abstraite, elle est incarnée, tangible et sensorielle. De ce fait, toute manifestation d'une force est considérée comme émanant de la parole, signifiant que tout dans l'univers parle et prend corps et forme. Elle génère les mouvements qui rythment la vie.
Les Dogons ont sans doute exprimé ce nominalisme de la façon la plus explicite. Dans les rituels on constate partout que le nom est la chose et que, dire, c'est, faire. Le nom est la chose. Dans les rituels, le nom n'est pas seulement une étiquette ou un mot qui désigne une chose. Il est la chose elle-même. Dire le nom d'un être, d'un esprit ou d'un objet, c'est en quelque sorte le faire apparaître, l'invoquer ou entrer en contact direct avec lui. C'est pourquoi dans de nombreuses traditions, connaître le vrai nom de quelqu'un ou de quelque chose donne du pouvoir sur lui. Dire, c'est faire. Dans un rituel, prononcer des mots n'est pas une simple parole vide, c'est un acte qui produit un effet réel. Par exemple, quand un traditionaliste dit « je te bénis », ce n'est pas seulement une information, cela bénit réellement. Ou encore quand on prononce une malédiction, le fait de la dire est censé la rendre efficiente. Dans la pensée rituelle, la parole ne décrit pas, elle agit. Bref, dans les rituels africains, parler, égale, agir. Le langage a un pouvoir performatif, il ne fait pas que nommer, il transforme la réalité. À l'image de la parole divine, la parole humaine active les forces latentes en chacun, comme un nom qui éveille son porteur. Elle possède une double fonction, créatrice et destructrice. Un seul mot peut déclencher une guerre ou apporter la paix, comme le dit l'adage malien, la parole arrange, détériore et maintient les choses. Cette dualité fait de la parole un agent actif par excellence de la magie africaine. L'univers visible est un reflet d'un univers invisible et vivant, fait de force en mouvement constant. Tout est lié et solidaire, et le comportement humain est régi par des réglementations rituelles précises. L'univers visible est un reflet d'un univers invisible et vivant. Cela veut dire que ce que nous voyons avec nos yeux, la nature, les êtres vivants, les événements, n'est qu'une apparence ou une manifestation. Derrière cela, il existe un autre monde, invisible, fait d'esprit, de force vitale et d'énergie. Par exemple, dans beaucoup de traditions africaines, on pense que chaque arbre, rivière ou pierre a un esprit ou une force qui l'anime. Fait de force en mouvement constant. L'univers invisible n'est pas fixe. Il est traversé par des énergies qui circulent, des relations entre les vivants, les morts, les ancêtres, et les dieux. Ces forces peuvent être harmonieuses ou entrer en conflit. Exemple, un malheur, maladie, sécheresse, est vu comme un déséquilibre dans ce mouvement des forces. Tout est lié et solidaire. C'est l'idée que rien n'existe seul. L'homme, la nature, les esprits et les ancêtres forment un tout interdépendant. Ce qui arrive à une partie du système affecte le reste. Exemple, si un humain enfreint une règle sacrée, cela peut provoquer une catastrophe naturelle ou toucher toute la communauté. Les guerres, l'esclavage. Le comportement humain est régi par des réglementations rituelles précises. Pour maintenir l'harmonie entre le monde visible et invisible, les hommes doivent suivre des rituels, des tabous et des règles. Ces pratiques protègent l'équilibre des forces et évitent les désordres. Exemple, des rituels de purification après une faute, des offrandes aux ancêtres, ou des tabous alimentaires. En résumé, c'est une vision sacrée du monde où tout est relié. Les humains doivent respecter des règles rituelles pour ne pas troubler l'équilibre entre le visible et l'invisible. C'est le respect de cet équilibre qui apportait de l'harmonie dans la vie des gens d'autrefois. Ce respect s'est effrité pour des besoins égoïstes par de mauvaises paroles. La magie, loin d'être un terme négatif en Afrique, désigne simplement la manipulation de ces forces pour rétablir l'harmonie. Sa valeur, utile ou néfaste, dépend de son utilisation. La bonne magie vise à purifier et remettre les forces en ordre. C'est là que la parole joue un rôle décisif. Tout comme la parole divine de Dieu a animé les forces cosmiques,
la parole humaine met en mouvement les forces statiques dans les choses. Pour être efficace, la parole doit être scandée rythmiquement, reproduisant le va-et-vient essentiel au mouvement. Dans les rituels et incantations, la parole est la matérialisation de la cadence. Les proverbes et chants rituels soulignent cette interconnexion profonde entre l'intégrité de la parole et la vitalité de l'être, agissant sur les esprits par l'harmonie qu'elle crée. La parole n'a pas seulement du pouvoir parce qu'elle est prononcée, pour qu'elle produise un effet réel, comme dans les rituels, les invocations ou les bénédictions, il faut la dire d'une certaine façon. Scander signifie découper la parole en unités, comme des battements ou des pas, et la prononcer avec un rythme précis. Cela transforme la parole en quelque chose de musical, comme une incantation ou un chant sacré. Exemple, dans de nombreuses cultures, les prières, les formules magiques ou les mantras sont récités en rythme pour faire vibrer les mots et leur donner de la puissance. Reproduisant le va-et-vient essentiel au mouvement. Le rythme imite ici un mouvement fondamental dans la nature, l'alternance, le balancement, le souffle, inspiration et expiration, les vagues, le jour et la nuit, la vie et la mort. En scandant la parole de façon rythmée, on synchronise le langage avec ce va-et-vient universel et on permet à la parole de participer au flux des forces cosmiques. En gros, tout ceci signifie que la parole, pour agir comme une force vivante, doit être prononcée avec un rythme qui imite les mouvements essentiels de l'univers. Le rythme fait vibrer la parole et la connecte aux énergies vitales. Sans rythme, la parole est comme un corps sans souffle. Les manquements à la parole, le mensonge. La parole tire sa puissance créatrice du sacré et est directement liée au maintien ou à la rupture de l'harmonie. Pour cette raison, le mensonge est considéré comme une lèpre morale dans les sociétés traditionnelles africaines. Manquer à sa parole équivaut à se tuer socialement, religieusement et occultement, car cela rompt l'unité sacrée de l'individu avec lui-même et avec la société, créant une disharmonie cosmique. Manquer à sa parole équivaut à se tuer socialement, religieusement et occultement. Dans cette conception, la parole engage l'être tout entier. Quand quelqu'un donne sa parole, fait une promesse, prend un engagement, il met en jeu son honneur, son âme et sa place dans la communauté. Socialement, manquer à sa parole entraîne une perte de confiance et d'honneur. La personne est discréditée aux yeux des autres. Religieusement, la parole a un caractère sacré. Rompre sa parole, c'est rompre un pacte avec le divin. Occultement, cela déséquilibre les forces invisibles, esprits, ancêtres, énergie, qui lient l'individu au monde. Donc, trahir sa parole est comme une autodestruction, la personne se coupe de ce qui fait d'elle un être humain et relié. Cela rompt l'unité sacrée de l'individu avec lui-même et avec la société. Quand on parle, on engage à la fois son intérieur, ce qu'on pense, ressent, croit, et son extérieur, ses actes dans la société. Si on ne respecte pas sa parole, on crée une contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Cela brise l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Dans une communauté traditionnelle, cela peut aller jusqu'à l'exclusion, créant une disharmonie cosmique. Dans une vision sacrée du monde, tout est lié, l'homme, la société, les ancêtres, les forces invisibles. Rompre un engagement de parole, ce n'est pas seulement une faute individuelle, c'est aussi un acte qui trouble l'ordre universel et peut attirer des malheurs. Sur soi, maladie, accident, échec, sur la communauté, désunion, sécheresse, famine. En résumé, dans cette conception, la parole est une force vitale qui relie l'individu au cosmos et à la société. Trahir sa parole revient à rompre cette harmonie, c'est une auto-exclusion, un suicide symbolique qui met en danger l'ordre universel.
L'exemple, le serment de fidélité et le Nkondi chez les Bakongo, en Afrique centrale, est assez pertinent. Chez les Bakongo, lorsque deux personnes, par exemple, des alliés politiques ou des chefs de clan, concluent une alliance ou un accord, ils doivent prononcer un serment sacré devant la communauté et les esprits. Pour sceller ce serment, ils utilisent souvent une statuette magique appelée Nkondi. Ils plantent un clou ou une lame dans la statuette tout en jurant de respecter l'accord. Le serment est accompagné de paroles rituelles adressées aux ancêtres et aux forces invisibles, leur demandant de punir quiconque trahira l'alliance. Si l'un des deux rompt le serment, par exemple en trahissant son allié ou en ne respectant pas une promesse, il s'expose à une malédiction automatique. Maladie mystérieuse. Mort subite ou accidents étranges. Malheur frappant sa famille ou son clan. Dans la croyance africaine, ce ne sont pas les hommes qui punissent, ce sont les esprits invoqués lors du serment qui réclament réparation. Pour lever la malédiction, il faut organiser un rituel complexe et coûteux pour apaiser ses forces. Dans ce contexte magico-religieux et social, le respect de la parole est primordial, surtout lorsqu'il s'agit de transmettre le savoir des ancêtres. L'attachement aux expressions comme « je le tiens de mon maître » ou « je l'ai sucé de la mamelle de ma mère » exprime un attachement religieux profond au patrimoine oral hérité, soulignant son caractère sacré et essentiel. La parole dans la transmission de la mémoire ou la parole pour l'histoire. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, la tradition orale africaine ne se limite pas, en effet, à des contes et légendes ou même à des récits mythiques ou historiques. L'oralité n'est-elle pas mère de l'écrit, à travers les siècles ? S'interroge Mpateba. La tradition orale en Afrique n'est pas un simple mode de transmission, mais une grande école de la vie qui englobe tous les aspects de l'existence. Loin d'être un chaos pour l'esprit non initié, elle fusionne le spirituel et le matériel, s'adaptant à l'entendement de chacun. Elle intègre la religion, la connaissance, la science, l'histoire, le divertissement et l'initiation professionnelle, chaque détail pouvant ramener à l'unité primordiale. Elle a façonné l'âme africaine, cultivant une vision holistique du monde où tout est interconnecté. La tradition orale a façonné l'âme africaine. Signifie que la tradition orale, les contes, proverbes, mythes, chants, épopées transmis de génération en génération, n'est pas seulement un moyen de divertir ou d'enseigner. Elle a profondément marqué la façon de penser, valeurs, croyances, rapport au temps et à la nature, la façon d'être, importance de la communauté, respect des ancêtres. On dit qu'elle a façonné l'âme car elle a construit l'identité collective et la sensibilité culturelle des peuples africains. Cultivant une vision holistique du monde. Une vision holistique est une façon de voir le monde comme un tout uni et indivisible. Dans la pensée africaine transmise par la parole, l'homme n'est pas séparé de la nature, des ancêtres ou des esprits. Tout est lié dans un vaste réseau, le visible et l'invisible, le vivant et le mort, le matériel et le spirituel. Où tout est interconnecté. C'est l'idée que rien n'existe de manière isolée. Chaque acte humain peut influencer la nature ou le monde des esprits. Les ancêtres veillent sur les vivants, et les vivants doivent respecter l'ordre cosmique pour maintenir l'harmonie. En gros, la tradition orale africaine a appris au peuple à voir le monde comme un grand tissu vivant, où tout est relié, les hommes, les dieux, les ancêtres, les animaux et la terre. Cette conception refuse la séparation entre les domaines, spirituel, social, naturel, et met l'accent sur l'équilibre et l'harmonie. Les traditionalistes sont les dépositaires vivants de l'héritage oral africain, la mémoire vivante du continent. En Bambara, ils sont appelés Doma ou Soma, connaisseurs, et en Peul, Silatiji, Gando ou Tchiorinké, tous ces termes désignant une connaissance profonde.
Ils peuvent être des maîtres initiés dans des domaines spécifiques, forgerons, tisserands, etc., ou posséder une connaissance totale et généraliste de la tradition, englobant des domaines variés comme la science des plantes, des terres, des eaux, l'astronomie, la cosmogonie ou la psychologie. Dotés d'une mémoire prodigieuse, les traditionalistes sont aussi les archivistes des événements passés et contemporains. Leur témoignage est indispensable pour toute histoire africaine authentique, car on ne coiffe pas une personne en son absence, dit un proverbe africain. Des exemples comme Ardo Dambo, Ali Essa, ou Danfo Ciné cités par Ampateba, illustrent la profondeur et l'étendue de leur savoir, souvent recherché de loin. Un menteur ne peut être un initiateur ni un doma, car cela annulerait sa fonction. Cet interdit s'applique à tous les officiants et intermédiaires entre les mortels et les forces tutélaires, du père de famille aux artisans traditionnels, car l'exercice de leur métier est une activité sacrée. Les domas sont particulièrement astreints à cette obligation car, en tant que maîtres initiés, ils sont les grands détenteurs de la parole, agents actifs de la vie humaine et des esprits, et héritiers de paroles sacrées transmises depuis Maha, le premier homme. Un exemple éloquent est celui du maître du couteau Dogon qui, ayant menti pour sauver une vie, se démit de ses fonctions. Les grands maîtres traditionnels n'hésitent pas à reconnaître publiquement leurs erreurs, voyant cela comme une purification. La discipline de la parole est cruciale, parler peu est un signe de bonne éducation et de noblesse, reflétant la capacité à maîtriser ses émotions et les forces intérieures, à l'image du Maha primordial. Un homme qui atteint cette maîtrise est qualifié de Maha ou Onedo, un homme complet. La vie sur Terre est divisée en 3 classes d'êtres, inanimés et muets, animés et immobiles, les végétaux, et animés et mobiles, les animaux et l'homme. Parmi toutes les histoires, celle de l'homme est la plus grande et la plus signifiante, car il est une symbiose de tous les règnes, intégrant des forces multiples et des facultés supérieures. L'initiation et l'éducation traditionnelle visent à faire découvrir à l'homme sa relation avec le monde des forces, à maîtriser son corps et son psychisme, les personnes de la personne sont nombreuses dans la personne, et à respecter l'équilibre de la nature. Il est important de conclure par ces conseils de Jean Vancina aux historiens. L'historien doit donc apprendre à ralentir, à réfléchir, pour pénétrer dans une représentation collective car le corpus de la tradition est la mémoire collective d'une société qui s'explique à elle-même. De nombreux savants africains, tels que Ampateba ou Boubou Ama ont d'ailleurs exprimé ce même raisonnement de façon éloquente. À l'historien de s'initier d'abord au mode de pensée de la société orale avant d'en interpréter les traditions.